Monsieur le Président du Grand Conseil, Excellences, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des organisations internationales à Genève, Madame la conseillère d'État, Mesdames et Messieurs les députés genevois aux chambres fédérales, Mesdames et Messieurs les représentants des corps diplomatiques et consulaires, Mesdames et Messieurs les députés au Grand Conseil, Mesdames et Messieurs les anciens conseillers d'État, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités fédérales, cantonales et communales, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités religieuses, Mesdames et Messieurs les représentants des universités et hautes écoles, Mesdames et Messieurs les membres du corps enseignant, du corps administratif et du corps estudiantin de l'Université de Genève, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'orientation stratégique, Mesdames et Messieurs, chers invités, chers amis. Je suis particulièrement heureux de vous accueillir ce matin en cette cérémonie du Dies Academicus 2016. Votre présence nombreuse et chaleureuse est une magnifique marque de soutien pour notre université et je vous en remercie. À observer ce qui se passe dans nos sociétés en ce moment, ici en Suisse, en Europe et à travers le monde, nous percevons des signaux très contrastés. Crise migratoire, défis environnementaux, rejet des élites et du pouvoir attribué aux experts, comme on l'a pu le voir récemment dans des votes en Italie, en Grande-Bretagne, mais aussi dans d'autres pays. Et puis, comme en réponse à ces signaux alarmants, on voit se dessiner des progrès prometteurs. Des millions d'individus sont sortis de la pauvreté au cours de la dernière décennie, principalement dans les pays émergents. Des progrès ont été réalisés, même si nous sommes qu'au milieu du gué, pour réaliser l'égalité entre hommes et femmes, ou pour élargir les droits des minorités. Et surtout, la quantité de connaissances et d'innovations dans le domaine scientifique et technologique et la facilité surtout avec laquelle ces connaissances circulent n'ont jamais été aussi phénoménales. Je formule l'espoir que cette cérémonie vous apportera la conviction que les universités, notre université, votre université, a un rôle de premier plan à jouer dans ce chapitre de l'histoire qui est en train de s'écrire avec vous toutes et tous et pour vous toutes et tous. Sans plus tarder, je passe la parole à M. Grégory Meyer, président de l'Assemblée de l'université au cours de ces 2 dernières années académiques. Et j'en profite aussi pour saluer le nouveau président de l'Assemblée, entré tout récemment en fonction, le professeur Dominique Bolin. Monsieur Meyer, la parole est à vous. Mesdames, Messieurs, j'ai eu le privilège et le plaisir de présider l'Assemblée de l'Université durant 2 mandats jusqu'en septembre dernier, assemblée de 45 membres élus représentant les professeurs, les collaborateurs de l'enseignement et de la recherche, les étudiants, le personnel administratif et technique, issus de l'ensemble des facultés de notre institution. Privilège que de participer au fonctionnement et à la politique de notre université avec les représentants engagés de celles et ceux qui la font et la vivent. Plaisir également de constater, grâce à nos débats et nos réflexions, sa diversité, la richesse de ses formations, de la recherche, ses liens avec notre cité, bref, ses réussites. Bien sûr, les difficultés et les défis ne manquent pas, particulièrement en ces temps d'austérité. La tentation est d'autant plus grande de comprendre notre institution uniquement en termes comptables et de l'enfermer dans des logiques technocratiques, puisqu'après tout, notre jargon a bien intégré et reproduit les notions de marché académique, de production scientifique, d'impact de la recherche ou d'impact des publications. Pensons aux rankings, ces classements internationaux des universités, largement critiqués, pourtant beaucoup cités, désormais systématiquement relayés dans la presse. Nous-mêmes, enseignants et chercheurs, sans être dupes, sommes friands de voir combien de places nous avons gagnées pour nous satisfaire un peu trop vite de notre sacre annuel. Pourquoi bouder notre plaisir? L'université caracole parmi les meilleures universités mondiales. Hélas, des pans entiers de nos activités scientifiques et pédagogiques n'y sont pas ou très peu intégrés, à commencer par l'enseignement, notre première mission essentielle. Nombreuses sont les disciplines si importantes pour notre université humaniste et polyvalente qui ne s'y retrouvent pas. Les humanités en général et une partie des sciences humaines et sociales. Fait accentuer par le recours de plus en plus systématique
et exclusif, parfois biaisé à la bibliométrie, qui se réfère aux citations d'articles dans les revues cotées, au détriment de disciplines dont le modèle reste celui du livre et de l'usage varié des langues face à l'anglais académique. Ces classements, partiels et partiaux, n'auront que la place que l'on veut bien leur donner. Enfin, la relation de notre université avec l'État, dans le cadre de l'autonomie voulue par la loi, liée par une convention d'objectifs, négociée, plan pluriannuel qui définit des objectifs évalués par des indicateurs quantifiables, m'a toujours laissé perplexe. Si l'Assemblée a toujours voté et appuyé ces conventions, nous en sommes à la 3e, ses membres ont par ailleurs débattu de la pertinence des indicateurs dans lesquels nous ne nous reconnaissons pas vraiment et qui nous semblent très souvent abscons. Les objectifs inscrits dans ces conventions sont louables et l'université, elle, entend les respecter et les suivre sincèrement et scrupuleusement. Cependant, je m'interroge encore de la volonté du législateur et des experts de cette loi de mettre entre nous et notre République cet exercice à bien des égards très formel, bureaucratique et qui donne à notre beau travail un visage si gestionnaire. Le risque est grand, en effet, que les critères quantifiables ne servent plus à vérifier si les objectifs sont atteints ou si quelques places sont gagnées dans quelques rankings, mais que les objectifs ne soient eux-mêmes plus à la mesure de vraies ambitions. Autrement dit, que nos seules ambitions soient de performer dans des classements et de contenter au mieux des critères imposés. Selon notre nouvelle Constitution et la loi sur l'université, notre institution contribue au développement de la vie scientifique, culturelle, économique et sociale de la collectivité. Comment le mesurer? Car à trop vouloir quantifier la richesse d'une institution comme la nôtre, on finira par l'appauvrir. La seule mesure qui vaille est celle de l'investissement de tout un chacun et chacune dans notre institution qui concourt à l'édification d'une université libre, démocratique, critique, experte et ambitieuse au sein de notre cité, ouverte sur le monde et pour le bien de nos sociétés. Merci. Au nom du rectorat, M. Meyer, j'aimerais vous remercier très chaleureusement de votre engagement à la tête de l'Assemblée de l'université sans relâche, et ceci alors même que vous étiez en train de terminer votre thèse de doctorat. Je vous souhaite pleine réussite pour cette prochaine étape de votre carrière. Merci beaucoup. La qualité de la formation est notre premier souci en tant qu'université. Le rectorat actuel a mis en place plusieurs dispositifs qui vont nous permettre, ces prochaines années, d'améliorer encore la qualité de l'enseignement et de l'encadrement, et de développer également des outils pédagogiques innovants. Mais ces démarches n'ont lieu d'être qu'en concertation avec nos étudiants, que ce soit leurs représentants élus à l'Assemblée de l'université ou toutes celles et tous ceux qui s'engagent dans une multitude d'associations très actives, en nombre croissant, preuve de leur engagement et de leur volonté à s'impliquer toujours plus dans le devenir de leur université. Vous découvrirez d'ailleurs tout à l'heure une séquence filmée qui vous permettra d'observer des témoignages de quelques-uns et quelques-unes d'entre eux. J'accueille maintenant Madame Nadine Frey, étudiante de la Faculté des sciences de la société, engagée dans plusieurs collectifs et qui a œuvré avec d'autres étudiants à la mise en place du programme Horizon académique qui ouvre les portes de l'université aux réfugiés. Madame Nadine Frey, la parole est à vous. « 35. C'est le nombre de participants au projet Horizon académique en ce début d'année. Ce projet, qui a connu une version pilote lors du semestre de printemps dernier, vise à faciliter l'entrée de certains réfugiés à l'université. Il a conjointement été mis sur pied par l'université, le Bureau d'intégration des étrangers et la CEAE. Les étudiants sont très nombreux à s'être montrés enthousiastes. Plus de 300 d'entre eux nous ont fait part de leur envie de s'engager bénévolement pour être mentors ou pour faire partie d'un groupe de travail autour de la migration, ce qui est un signal fort de solidarité qui contraste avec les discours xénophobes ambiants. Ce projet est un premier pas nécessaire à entreprendre pour contrebalancer l'exclusion et la marginalisation des populations en exil. Mais il est en même temps difficile à comprendre et à appréhender sans prendre en compte les politiques migratoires plus larges
qui, en fin de compte, détermine la réalité des migrants et donc également des futurs étudiants. Et c'est sur ces incohérences et contradictions-là que j'aimerais axer le propos de ce discours. Le Bureau de l'intégration des étrangers, le BIE, qui est le grand soutien du projet, est institutionnellement relié au département de la sécurité. Département d'où émanent justement des discours et des politiques qui rendent littéralement la vie impossible aux migrants. Leurs conditions de vie sont en effet désastreuses. Et pour illustrer plus concrètement les incohérences entre un projet qui se veut intégrateur et le contexte dans lequel il s'applique, vous n'avez qu'à imaginer comment il est possible d'étudier quand votre logement est un foyer insalubre où les habitants dorment entassés les unes sur les autres. Ou pire, quand vous êtes sous terre, quand vous êtes logés sous terre, entassés à 40 dans un bunker. Comment étudier sereinement quand on subit un harcèlement policier permanent, quand un simple renouvellement du permis de séjour provisoire peut déboucher sur l'arrestation et le renvoi? En effet, les rafles à l'office cantonal de la population sont malheureusement devenues une pratique systématique. De plus, le Conseil d'État, malgré les promesses de fermer les bunkers en 2016, prévoit de fermer un foyer en surface pour le remplacer par un centre de départ fédéral. Dans ce contexte, le projet Horizon académique peut certes être louable, mais il reste insuffisant, voire fait office de village Potemkin en recouvrant d'une couche de paillettes dorées la sombre politique genevoise en matière de migration. L'université a la mission de garantir l'accès aux études aux personnes en exil. Et dans ce sens, ce projet est d'autant plus essentiel. Mais elle doit prendre garde à ne pas faire du migrant washing politique pour l'État à l'image du greenwashing pratiqué par les entreprises. 35. Ce sont donc le nombre de personnes qui ont intégré le programme Horizon académique et peuvent caresser l'espoir d'un futur meilleur. Au lieu d'utiliser cette belle initiative comme cache-misère, nous devrions plutôt partir d'elle pour remettre en question, pour dénoncer et pour repenser les politiques migratoires plus largement. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci, Madame Frey. Si j'ai la conviction que les universités détiennent quelques-unes des clés de notre avenir, c'est parce qu'elles sont un lieu où des opinions contradictoires peuvent librement s'exprimer dans le respect de l'intégrité morale et intellectuelle de chacune et de chacun. Mais cette liberté n'est jamais acquise, une fois pour toutes. Elle doit sans cesse se rediscuter, se renégocier, s'élargir et être considérée sous un angle nouveau. Dans cette optique, l'Université de Genève a pris ces dernières années différentes mesures afin de faciliter l'accès à l'enseignement supérieur. Parmi ces initiatives, il en est une qui a rencontré un très vif succès. Il s'agit du programme Athéna, qui permet à des collégiennes et collégiens de ce canton de suivre des cours anticipés en physique et en mathématiques, encadrés d'un tuteur ou d'une tutrice, dans le but de se familiariser avec la vie universitaire, tout en encourageant les carrières scientifiques dont nous aurons tant besoin ces prochaines années. En cette année académique 2016-2017, 75 collégiens de 3e et de 4e année participent à ce programme Athéna, dont 44 filles. J'ai maintenant le plaisir d'accueillir Géraldine Hack et Cyril Barras, respectivement chercheuses et collégiens ayant participé à ce programme. Bienvenue. Bonjour. Le programme Athéna permet de donner aux collégiens et aux collégiennes un aperçu du monde universitaire et plus particulièrement des disciplines qui concernent la physique et les mathématiques. Ces dernières sont réputées être des études difficiles. Ce programme permet ainsi aux collégiens et aux collégiennes de les aborder avec plus de confiance. Le programme Athéna permet d'autre part de mettre en avant l'intérêt également partagé par les collégiennes et les collégiens pour ces disciplines scientifiques, soulignant ainsi une mixité qui fait parfois défaut dans les domaines scientifiques. Je laisse ici la parole à Cyril, ancien étudiant Athéna, qui va témoigner de son expérience. Bonjour. Personnellement, j'ai suivi le cours de mathématiques pour physiciens qui est en cours de première année de bachelor en physique.
Le premier cours m'a tout de suite plu. Avoir un aperçu des cours universitaires en tant qu'étudiant comme je l'étais est quelque chose de très stimulant. Bien sûr, des fois, cela va très vite, mais il suffit d'un petit peu de motivation et c'est un vrai défi pour ceux qui aiment les mathématiques et la physique comme moi. Bien sûr aussi, des fois, les cours sont un petit peu difficiles à suivre, mais nous bénéficions d'un encadrement particulier en tant qu'étudiant Athéna, sous la forme de 2 heures de tutorat par semaine. D'ailleurs, Géraldine, ici présente, a été ma tutrice pendant cette période. Notre motivation initiale ainsi que cet encadrement particulier permet à nous, étudiants au collège, de suivre un semestre à l'université, ce qui n'est quand même pas rien. Un autre point positif de ce programme est qu'il nous présente la vie universitaire comme elle est vraiment, parce que nous fréquentons les cours avec les étudiants réguliers, donc ceux de physique pour mon cas, et on prend directement part à cette vie universitaire, donc relativement facilement. Le bilan donc, que je fais de ce programme est vraiment très positif. Même si je suis encore indécis quant à mon orientation universitaire future, il n'a fait qu'accroître mon intérêt pour les sciences et plus particulièrement pour la physique et les mathématiques. J'en garde aussi de très bons souvenirs, plus particulièrement des discussions qu'on a eues avec Géraldine sur quelque chose de très compliqué, mais la formulation hamiltonienne des problèmes de mécanique, un concept que j'ai toujours de la peine à intégrer et qui est un petit peu mystérieux pour moi encore aujourd'hui. Je lui repasse la parole. Donc, de mon point de vue de tutrice, faire découvrir la physique aux collégiens et aux collégiennes à travers ce programme est un réel plaisir. En effet, il s'agit de titiller leur intérêt pour ces disciplines, donc dans mon cas pour la physique en particulier, alors qu'ils ne connaissent pas encore la plupart des notions abordées. Les différents retours que j'ai pu avoir sont tous très positifs et nous remercions vivement Michele Maggiore, Andreas Müller et leurs collaborateurs pour avoir mis en place ce programme. Avant de terminer, je voudrais mentionner un autre aspect de ce programme qui me tient particulièrement à cœur, celui de la problématique du pourcentage de femmes dans les domaines scientifiques. Quelques faits concernant ce programme. Les responsables reçoivent autant de candidatures de collégiennes que de collégiens. Puis, au niveau de la sélection, il y a autant de collégiennes sélectionnées que de collégiens donc, qui participent à ce programme. Ceci montre bien l'intérêt partagé par les collégiens et les collégiennes pour la physique et les mathématiques. Or, ce pourcentage baisse fortement lors du bachelor et du master pour atteindre environ 20% d'étudiantes. Le programme Athéna, en rassemblant des professeurs femmes, des assistantes et des tutrices, permet donc aux collégiennes qui côtoient ce monde universitaire en avant-première de se rendre compte qu'il est possible pour une femme de se lancer dans la physique et les mathématiques et d'y construire une carrière professionnelle. Cela n'a rien d'évident, je n'ai par exemple eu aucune professeure femme pendant mes études de physique. Or, pouvoir se référer à un modèle reste important pour tout parcours. Voilà pour notre témoignage. Nous vous remercions de votre attention. Polyvalence. Diversité, interdisciplinarité, Accessibilité des profs. Liberté de choix, contact avec les autres. Genève, c'est la seule université romande qui enseigne le japonais. L'université de Genève a une des meilleures formations en traduction au monde. Et classé 53e au classement de Shanghai, donc ce qui est très très renommé. Moi, ce que j'apprécie le plus à Genève, donc dans mes études en psychologie, c'est surtout le fait de pouvoir travailler en groupe. Le fait de pouvoir étudier et travailler en même temps, pour moi, c'est fondamental. Le campus de l'Université de Genève, c'est la ville de Genève. On ressent le dynamisme de Genève au sein de l'université. Sortant de l'université, on est vraiment dans la société locale. Ce qui permet aux étudiants de ne pas être enfermés entre guillemets dans un cocon. On peut manger avec les scientifiques à midi, sortir avec les gens en lettres le soir, et c'est une richesse exceptionnelle. Je suis à Pays de Galles, Pérou, Berlin, Canada, Hong Kong, Écosse. J'ai fait mon semestre d'échange maintenant ici à Genève. Je vais pouvoir découvrir un endroit que je ne connais absolument pas, découvrir un nouveau pays, tout ça avec des frais réduits et avec le soutien de mon université. J'apprécie le plus le fait d'être confronté à d'autres opinions et à d'autres façons de voir le monde. Ce que j'apprécie aussi, c'est de pouvoir choisir une discipline qu'on apprécie et de pouvoir l'étudier en profondeur. Donc, on peut vraiment choisir ce qu'on aime et ce qu'on a envie de faire. Par rapport à ce qu'on peut penser de l'université, les professeurs sont très à l'écoute et on peut facilement aller leur parler et leur poser des questions. On n'est pas lâché dans la nature, on se sent encadré. Si on a envie d'aller plus loin, d'apprendre telle ou telle chose, de voir telle ou telle chose, c'est vraiment possible. Contrairement à ce qu'on peut penser de Genève, c'est pas si calme que ça.
Je pense que la communauté étudiante, elle est très active, elle propose beaucoup de choses. Les gens n'ont pas conscience, mais l'association, pour après tout, on a un club d'investissement, on a un réseau d'Erasmus, on a une association pour le développement durable, pour la promotion des méthodes alternatives. Le fait d'avoir participé à une association, ça permet de gagner des compétences. En faisant partie d'une association d'étudiants, les étudiants ont quand même une voix à l'Université de Genève. Et je trouve ça indispensable. Droit, physique, psychologie, biologie, sciences pharmaceutiques, physique, Depuis 2011, l'association des alumni de l'Université de Genève décerne le titre d'alumnus ou d'alumna de l'année à un ancien ou une ancienne étudiante de notre université. Chaque année, plus de 4000 niveaux diplômés ou diplômés nous quittent, plus de 320 docteurs, quasiment un doctorat par jour sans compter les dimanches. Tous nous quittent pour poursuivre leur carrière à travers le monde, que ce soit dans le domaine universitaire ou hors de l'université, et s'épanouir dans des activités aussi riches que diverses. Ils forment tous ensemble une véritable communauté précieuse pour nos étudiantes et nos étudiants, pour notre université et notre cité. Un réseau qui couvre la planète entière avec laquelle nous souhaitons conserver un lien très fort. L'attribution du titre d'alumnus ou d'alumna de l'année est une occasion de reconnaître la richesse des parcours professionnels de nos anciens étudiants et d'apprécier leur contribution à l'ensemble de la société. Caroline Couteau, ancienne étudiante de la Faculté des Lettres, est aujourd'hui directrice des éditions Zoé, qui viennent de fêter leurs 40 ans d'existence. Elle s'attache à mettre en valeur des auteurs genevois, très souvent de jeunes auteurs, qui nous font voir le monde et sa diversité depuis Genève, avec un énorme talent, qui est aussi celui de leur éditrice, qui sait les dénicher et les encourager. Je suis heureux de passer maintenant la parole à Madame Caroline Couteau. Merci beaucoup. J'habite dans le quartier de Plainpalais. Quand je sors de chez moi et marche une dizaine de minutes, j'entends, sans mentir, en tout cas 5 langues différentes. C'est une des caractéristiques de Genève. Il y a bien sûr l'anglais, et puis le portugais, l'albanais, un dialecte africain, l'espagnol, l'arabe, un autre jour l'hébreu, le serbo-croate, et puis quand même le français. Si je chausse mes lunettes d'éditrice et réfléchis à cette dimension multilingue de ma ville, et que j'y réfléchis avec en tête ce qui se passe en France, où je me rends très souvent, je me dis que les écrivains de cette ville, celle où nous sommes, ont une chance immense. De toute évidence, leur langue s'enrichit, s'oxygène, grâce au frottement d'avec ses sonorités autres, ses mots différents, et plus fondamentalement avec d'autres manières de penser, d'autres cultures. Celui qui écrit depuis Genève a donc cette chance, être le témoin privilégié d'autres langues et d'autres cultures. Cela se ressent inévitablement dans son écriture. Raison pour laquelle, dans l'autre sens, pour une maison d'édition qui publie à Genève beaucoup d'auteurs qui écrivent en Suisse romande, sa mission est de les faire aussi lire chez le grand voisin français. C'est une gageure, un vrai défi. La curiosité de notre grand voisin en question pour le fait culturel qui n'est pas français n'est pas un acquis de base, on va dire. C'est donc un défi, mais c'est aussi un jeu. Car heureusement, et c'est ce qui fait sa force, la littérature n'est pas très sensible aux frontières. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas faire de la littérature écrite en Suisse romande un label. Je pense que ce serait une grande erreur. C'est vrai que l'environnement dans lequel on a grandi, dans lequel on vit, qu'il soit culturel, linguistique ou géographique, joue et jouera toujours un rôle fondamental. Internet, la mondialisation ne peuvent pas effacer cela. Nous sommes donc dans une ville tout à fait multilingue. Nous sommes aussi dans la ville de l'introspection,
grâce à une culture protestante qui, si elle n'est pas forcément très active, n'en reste pas moins vraiment prégnante. Rousseau, Amiel, Catherine Safonov, aujourd'hui, se disent de façon si précise et approfondie qu'ils en deviennent universels et nous aident à nous regarder en face. Et puis, nous sommes aussi dans la ville des écrivains voyageurs qui savent observer, témoigner, réfléchir. Nicolas Bouvier, Ella Maillard, aujourd'hui une Haute-Seigne, nous aident à comprendre le monde en nous en faisant le récit. Autrement dit, pour reprendre Peggy, nous aide à voir ce que l'on voit. C'est l'autre force de la littérature. Bien sûr, j'aimerais remercier l'université pour cette jolie distinction d'alumna, profiter pour saluer les alumni dont je fais désormais partie, et dire ma reconnaissance pour ces merveilleuses années en lettres, sans lesquelles, par exemple, je n'aurais probablement pas lu tout Proust, du moins pas en 2 mois. C'était pour l'horrible examen des 12 auteurs. À l'époque, c'était la demi-licence, dont je garde d'ailleurs pas un très bon souvenir, parce que j'avais fait une prestation franchement médiocre devant Michel Butor. Mais surtout, et c'est le plus important, j'aimerais dire combien je crois à la génération qui vient et suis fière et heureuse de publier de jeunes auteurs entre 25 et 30 ans. C'est en effet un phénomène rare que de pouvoir publier 1, voire 2 nouveaux jeunes auteurs de talent chaque année. C'est le signe d'une nouvelle génération dont la personnalité est forte et lumineuse, une génération dont la vision du monde est peut-être plus technique, plus audacieuse et moins blasée, je dirais, plus romantique, malgré les désillusions, malgré une réelle et très compréhensible anxiété pour le futur. Une génération aussi dont la culture est plus hétéroclite et peut-être plus généreuse que la mienne, car ils aiment avec autant d'attention et d'enthousiasme une série télé populaire et potache qu'une littérature extrêmement pointue. Et je trouve ça très sain. Je vous remercie. Madame Couteau, il y a juste un petit élément supplémentaire qui vous revenait, donc je vais vous redemander de revenir sur scène, si vous le voulez bien, puisqu'il y avait effectivement un titre d'alumnus de l'année, il y avait quelque chose qui était accompagné à ce titre. Il y a une année, presque jour pour jour, je vous présentais les contours d'un projet très ambitieux, celui d'une université capable d'offrir à ses étudiantes et ses étudiants des conditions optimales à la réussite de leur formation, celui d'une université capable d'inventer de nouvelles formes d'accès et de transmission du savoir, celui d'une université capable, enfin, de rassembler étudiants, chercheurs et collaborateurs pour fonctionner tous ensemble comme une communauté, presque symbiotique, pour que notre université soit plus forte, encore plus véloce, dans un monde qui se transforme sans cesse. Une université qui puisse avoir un coup d'avance, qui sache prendre des risques, dans un environnement certes incertain, mais riche en opportunités qui s'offriront à celles et ceux qui sauront les saisir. Force est de constater que l'actualité internationale se charge tous les jours de nous rappeler que le monde qui nous entoure est en constante mutation, parfois de manière dramatique, comme en témoignent les différentes crises migratoires, politiques et institutionnelles qui secouent aujourd'hui l'ensemble de l'Europe. Gérer les crises impose d'agir dans l'immédiat, sur le court terme. Mais dans un monde où l'incertitude est désormais la seule certitude, une institution comme la nôtre se doit de penser en regardant loin à l'horizon, de ne pas simplement suivre le mouvement général, de ne pas simplement copier ce qui se fait ailleurs, mais d'inventer, de se réinventer sans cesse, de ne pas seulement former les étudiants à maîtriser les savoirs et les technologies actuelles, mais de les mettre en projet
pour concevoir ce qui sera ou pourrait être, ce qui reste à venir, ce qui sera nécessaire pour appréhender les défis de demain. Si l'incertitude est une constante, alors il est de notre devoir de former nos étudiantes et nos étudiants à l'inconnu. Dans ce contexte, penser l'université comme une fabrique à transmettre un savoir préformaté serait une aberration. Nos étudiants sont non seulement avides de nouvelles idées, mais ils ont encore plus besoin de nouveaux modèles pour pouvoir innover et changer le monde qui les entoure. Place donc au laboratoire, place donc au tâtonnement, place à l'expérimentation, à l'ouverture, place à l'exploration tous azimuts, au décloisonnement des disciplines. Si l'urgence humanitaire reste tristement présente tout autour du globe, comme M. Yves Dacor en témoignera tout à l'heure, il est de notre devoir de porter nos préoccupations non seulement sur l'immédiat, mais aussi sur le plus long terme, sur le durable. Voir plus loin, tel est notre mot d'ordre. Fidèle à l'esprit de Genève, notre université a été prompte à mettre en place un programme dédié aux réfugiés, pour leur ouvrir les perspectives indispensables à une insertion réussie au sein de la société qui les accueille, en leur offrant un horizon académique qui a donné son nom à ce programme. 35 réfugiés, cela a été rappelé tout à l'heure, qui ont retrouvé l'espoir ébranlé par leur destin souvent tragique et qui sont aujourd'hui assis sur les bancs de notre université, suivent des cours de français, accompagnés par nos associations d'étudiants et qui, demain, seront inscrits dans des cursus académiques exigeants. Ce projet innovant a été lui-même inspiré par le programme Athéna, présenté également tout à l'heure par Géraldine et Cyril. Il a permis d'attirer des collégiennes et des collégiens vers des disciplines des sciences qui effraient parfois, plus que de raison sans doute, les jeunes et notamment les filles. L'éducation n'est plus seulement un droit humain élémentaire, c'est une réponse à un réel besoin humanitaire. De ce point de vue, le programme Horizon académique fait écho au projet InZone implanté dans les camps de réfugiés. Plus fondamentalement, l'accueil des réfugiés dans nos murs s'inscrit aussi dans une stratégie plus vaste et une conviction profonde, celle que la formation constitue aujourd'hui plus que jamais le meilleur des remparts contre toute forme de fanatisme, le support indispensable à la démocratie. Population fragilisée à travers le monde ou privée d'accès à la formation ici ou ailleurs. Professionnels de la santé dans des zones reculées que nous touchons à travers notre réseau RAFT pour la télémédecine. Personnes avides de connaissances que nous atteignons avec nos programmes de MOOCs, ces fameux cours en ligne gratuits massifs. C'est en s'ouvrant à de nouveaux publics, tout en restant ambitieux sur le savoir transmis, que notre université se réinvente constamment, se transforme, tout en chérissant ses missions et ses valeurs fondatrices. Cet esprit d'innovation ne concerne pas seulement les nouveaux publics, il touche aussi l'ensemble de nos étudiants. Ainsi, les lots cliniques permettent de les confronter à des situations juridiques réelles, tandis que le patient virtuel offre aux étudiants de médecine la possibilité de s'essayer au diagnostic médical sur l'équivalent d'un simulateur de vol, comme pour les apprentis pilotes. De leur côté, le Citizen Cyber Lab et le Geneva Creativity Center ont lancé plusieurs hackathons, ces marathons de l'innovation qui rassemblent des équipes pluridisciplinaires dans une université polyvalente autour d'un problème pour proposer des solutions concrètes. Et puisque le fil rouge de ce DIES est le développement durable, j'aimerais ici saluer l'engagement de nos étudiantes et de nos étudiants qui ont été très nombreux à répondre à notre appel à projet sur ce thème, démontrant une fois encore le foisonnement d'idées que ces murs abritent. Sans vouloir ni pouvoir d'ailleurs être exhaustif, j'espère vous avoir fait partager le frisson et le plaisir qu'il y a à diriger cette belle institution qui regorge de talents multiples et qui a l'innovation dans son ADN. Nos pères fondateurs avaient l'ambition de créer une université maîtrisant les savoirs de leur époque. Aujourd'hui,
la science est si foisonnante qu'elle défie les capacités humaines pour être appréhendée dans son ensemble. Même les spécialistes les plus éminents dans leur domaine ne peuvent plus prétendre englober tous les savoirs, toutes les connaissances qui ne cessent de s'agréger au fil de l'exploration académique. Mesdames et messieurs, la science est une co-construction qu'il faut mener en faisant dialoguer les savoirs. Parce qu'elle est une université polyvalente, l'Université de Genève peut simultanément poursuivre le savoir dans toutes ses dimensions pour faire reculer les limites de la connaissance au sein des disciplines et favoriser tout en même temps l'émergence de projets transdisciplinaires pour répondre aux défis actuels et ceux de demain. Elle permet aux étudiants d'acquérir un profil riche d'un subtil équilibre entre une compréhension large des problèmes et une spécialisation profonde qui leur permet précisément de trouver des solutions uniques. Pour cela, nous devons continuer à dialoguer en permanence avec d'autres acteurs, dans le domaine académique évidemment, et en premier lieu, mais aussi avec d'autres partenaires, et notamment les organisations internationales, qu'elles soient gouvernementales ou non, et la société civile. C'est cette conviction profonde qui nous conduit aujourd'hui à lancer un partenariat entre notre université, une des meilleures au monde, la Genève internationale, si dense et si diversifiée dans notre canton, et Tsinghua, meilleure université technologique chinoise, qui, à côté de son campus principal dans le quartier high-tech de Pékin, dispose d'un autre campus à Shenzhen, le lieu des start-up chinoises. Un projet ambitieux qui conjugue des programmes d'enseignement particulièrement innovants, de développement et d'exploitation de solutions originales qui visent à mettre en œuvre les objectifs de développement durable des Nations Unies. Chaque volet de ce projet a été pensé et conçu pour permettre une transition vers des applications concrètes qui mèneront à des innovations technologiques, économiques et sociales. Et je tiens beaucoup à ce dernier point sur l'innovation sociale. Il répond à une aspiration profonde de nombreux étudiants à contribuer à la résolution de certains des enjeux majeurs de notre société. Et il nous permet d'immerger les étudiants dans deux cultures, la Genève internationale et la Chine entrepreneuriale, pour leur permettre de réfléchir et d'agir hors de leur zone de confort intellectuel habituelle. Mesdames et messieurs, nous avons l'ambition et la volonté et l'énergie de saisir le futur à bras-le-corps. Avoir un coup d'avance pour anticiper plutôt que réagir. Savoir prendre des risques pour saisir les opportunités. Dialoguer avec la société qui nous entoure pour appréhender l'étendue et la complexité des problèmes à résoudre. Innover pour apporter des solutions aux défis actuels. Et rester ouvert au monde pour être plus fort, plutôt que d'ériger des murs comme seuls le font celles et ceux qui doutent d'eux-mêmes. Notre université, loin de se reposer sur son passé, est en mouvement et vit au rythme du monde qui l'entoure. Dans ce monde en constant changement, tout l'enjeu est de gérer l'inconnu, de prévoir l'imprévisible, de composer avec la diversité du monde. En cela, le contact avec la société genevoise au premier plan, mais plus largement avec l'ensemble du globe, est notre priorité, est notre force, est notre volonté. Je vous remercie de votre attention. Merci de votre soutien. Madame la conseillère d'État en charge du département de l'instruction publique, de la culture et du sport, chère Anne-Emery Toracinta, j'ai le plaisir et le privilège maintenant de vous passer la parole. Merci de votre présence. Monsieur le recteur, mesdames et messieurs les représentants des autorités fédérales, cantonales et communales, des autorités diplomatiques, académiques, judiciaires et religieuses, mesdames et messieurs les docteurs honoris causa, mesdames et messieurs les membres du rectorat, du corps professoral, du personnel administratif et technique,
mesdames et messieurs, et enfin, chères étudiantes, chers étudiants. C'est toujours pour moi un honneur et un plaisir de participer, au nom du gouvernement, à ce Dies Academicus, à cette journée solennelle qui marque symboliquement la rentrée universitaire. Une journée qui est aussi l'occasion de rappeler l'importance de l'université pour Genève et le rôle majeur qu'elle y joue. Lieu d'enseignement, de savoir, de recherche, d'ouverture, dont l'excellence académique a acquis une flatteuse réputation internationale, et je ne sais si j'ose encore citer Shanghai, l'université est étroitement liée au destin de notre canton. Nombre de celles et ceux qui ont fait et font l'histoire de notre République ont été formés par elle et lui gardent un attachement certain. Le Conseil d'État, Monsieur le Recteur, tient à vous exprimer sa gratitude et sa reconnaissance pour le niveau d'exigence de notre université et la qualité de son enseignement. Il vous remercie, ainsi que votre équipe, le corps professoral et tous vos collaborateurs, pour votre engagement constant au service d'une institution dont les Genevoises et les Genevois peuvent être fiers. Une institution qui, tout en demeurant fidèle à son histoire et ses valeurs, s'est relevée de nouveaux défis, développer des collaborations, tant sur le plan suisse qu'international, et s'adapter à un monde qui change rapidement. Les nombreux projets que vous avez lancés ces dernières années, notamment dans le cadre de votre plan stratégique 2015, en sont la preuve. En dépit des difficultés budgétaires auxquelles il est confronté, le Conseil d'État réaffirme par ma voix l'importance qu'il accorde à la formation et notamment à l'enseignement supérieur et la recherche. Je suis personnellement convaincu que faire de l'éducation et la formation l'une des priorités de notre action politique est plus que jamais indispensable pour affronter des temps incertains et le bouleversement du monde provoqué par la révolution numérique et la globalisation. Renoncer à cette exigence, ne pas donner à l'éducation et la formation les moyens de répondre aux défis de notre temps, serait hypothéquer l'avenir de Genève. De même, le Conseil d'État partage l'inquiétude de l'université quant au devenir du programme Horizon 2020 et la participation des chercheurs suisses au programme européen de recherche suite au vote du 9 février 2014. Le gouvernement estime qu'il est indispensable de trouver rapidement une solution qui assure le maintien des accords bilatéraux, préserve la mobilité des chercheurs et garantisse la participation des hautes écoles aux projets de recherche européens. Enseignants, étudiants et chercheurs de notre université doivent pouvoir se confronter en permanence à la compétition internationale. De même, nous devons maintenir la politique d'accueil aux professeurs et étudiants étrangers pratiquée depuis toujours par l'université, dont la vocation internationale est une chance pour Genève. Soyez convaincus, Monsieur le Recteur, Mesdames et Messieurs, de l'importance que le Conseil d'État attache à cet enjeu majeur pour la Suisse. Vous avez placé cette cérémonie sous le thème du développement durable, dont l'actualité nous montre aujourd'hui, comme toujours, son importance. Dans le cadre de mon département et notamment de l'école obligatoire, notre canton suit le plan d'études roman, qui en intègre le principe comme un enseignement transversal. La loi genevoise en a d'ailleurs clairement fait l'une de ses finalités, puisqu'elle affirme, à son article 10, que l'école publique a pour but de rendre chaque élève progressivement conscient de son appartenance au monde qui l'entoure, en éveillant en lui le respect d'autrui, la tolérance à la différence, l'esprit de solidarité et de coopération et l'attachement aux objectifs du développement durable. J'y suis d'autant plus sensible que cette politique vise non seulement à faire évoluer les comportements des élèves vis-à-vis de l'environnement, mais aussi à leur faire comprendre et à leur faire prendre conscience de la réalité des inégalités sociales dans notre monde et à développer ainsi leur esprit critique. Cela me paraît d'autant plus nécessaire que la Semaine des droits humains que l'université a organisée ces derniers jours avec plusieurs partenaires, dont le département, nous rappelle que nous vivons une période inquiétante de tensions et d'affrontements. En mettant en place cette année, et cela a été rappelé, un programme qui permet l'accès au monde académique à des réfugiés, l'université nous montre, une fois de plus, combien elle sait être en phase avec les enjeux de notre époque. Dois-je vous dire combien cela est indispensable aujourd'hui? En effet, quand les frontières se ferment devant ces millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui fuient les violences et la guerre, quand nous assistons au réveil des nationalismes et des populismes, quand s'expriment le racisme et l'islamophobie, l'université et l'école ont une responsabilité particulière. Plus que jamais,
Et en dehors de toute idéologie, elle doit former des citoyens critiques, des citoyens attachés aux valeurs de la démocratie et des droits humains, des citoyens responsables qui refusent l'exploitation des peurs et la recherche des boucs émissaires pour expliquer les temps incertains que nous affrontons. Pour conclure ces propos, je tiens à vous redire, Monsieur le Recteur, Mesdames et Messieurs, le plaisir que j'ai à me retrouver avec vous et le remerciement du Conseil d'État pour votre engagement et votre volonté de maintenir notre université à un niveau d'excellence dont nous devons toutes et tous nous réjouir. Je vous souhaite une année universitaire riche de réussite et vous remercie de votre attention. Non seulement des faits scientifiques, cosmologiques, mais aussi des implications philosophiques et métaphysiques que cela entraîne vis-à-vis de notre place dans l'univers. Que c'est comme ça que ça marchait, autant le savoir dès le départ. D'accéder à un document. On va laisser le facteur nu, ça c'est pas les grands Et si l'on doit traduire un roman, le monde de l'époque était bien différent de celui d'aujourd'hui. How many would say it's more, negotiating more? Okay, so you see those hands, that's the negotiation revolution, and that's taking place in every country around the world. For example, the World Health Organization. So when we visit them, they give us many ideas. Information that may contradict your current forecast, contradicts your current belief, rather than looking for information that will confirm it. Crisis that will be always around in the future. So stay cool, and I hope you'll enjoy following this online investment management course. On s'est dit, tiens, essayons de voir.
de la longue histoire humaine, la préférence with often devastating consequences. L'édition 2016 s'inscrit sous le signe de l'innovation. Les instruments d'aujourd'hui feront la science de demain. Et c'est cela que l'on perçoit, je le perçois moi-même aujourd'hui. Ce travail, ces fameux instruments. Chère Catherine Pelachot, je vous prie de bien vouloir venir me rejoindre pour la remise de votre doctorat honoris causa. Alors, il est d'usage, lorsqu'il s'agit de se plier donc à la tradition de la laudatio, de chercher quelques traits de caractère, quelques anecdotes pour présenter quelle personnalité se cache derrière le ou la lauréate. Bien sûr, en ce qui concerne Catherine Pelachot, je pourrais débuter classiquement par son extraordinaire contribution à son domaine de recherche, par sa carrière académique exceptionnelle. Mais c'est aussi la personne qui se tient aujourd'hui devant vous que je souhaite tout d'abord vous présenter à vous tous. Catherine Pelachot sait d'abord faire preuve d'une force de caractère certaine. Sa ténacité se manifestait, je veux dire déjà, lors de ses premiers travaux scientifiques dans le domaine de l'informatique affective. Alors avec sa collègue et amie, Justine Cassel, elle avait par exemple décidé de soumettre à la prestigieuse conférence, la SIGGRAPH 1994, qui encourage l'innovation dans l'infographie et les techniques interactives, un travail séminal sur les agents conversationnels virtuels. Alors travaillant avec obstination jour et nuit pendant les vacances de Noël, car la date limite était le 1er janvier, dormant par intervalle, elle n'a jamais perdu le sourire. Alors cette ténacité et cette bonne disposition se sont accompagnées de résultats. La recherche sur les agents virtuels a permis à Catherine Pelachot de décrocher, par exemple l'année dernière, le prix décerné par le groupe d'intérêt spécial sur l'intelligence artificielle de l'Association for Computing Machinery pour, et je cite, « avoir comblé des failles critiques dans la recherche jusque-là ignorée par la communauté scientifique ». Alors, l'avatar informatique le plus connu résultant des travaux de Catherine Pelachot et de son équipe s'appelle Greta. Alors, dans sa première incarnation, conçue en Italie à Rome, Greta était composée d'éléments disparates. Alors, trouvés en libre accès sur Internet. Une tête de femme, un corps d'homme avec des larges épaules, augmenté d'une poitrine impressionnante, on m'a dit, et d'une robe blanche flottante. Tout ça constituant ce qui fut probablement l'agent virtuel le plus vulgaire du monde. Alors, ceci a bien changé. Depuis, la maturité de la technologie permet maintenant de l'utiliser dans de nombreuses applications. Alors, le domaine de Catherine Pelachot, l'informatique affective, connaît actuellement un prodigieux développement, en particulier pour son impact sur la vie quotidienne de tous. Ce domaine étant à l'intersection de diverses disciplines, telles l'informatique, la psychologie, les neurosciences, il souffre, comme tout champ de recherche transversale, d'une certaine difficulté à être reconnu par les spécialistes des différentes branches prises individuellement. Malgré ces obstacles, Catherine Pelachot a réussi à faire connaître par la communauté internationale la très grande valeur de ses travaux et de ceux de son équipe. Alors, Catherine Pelachot fait preuve d'une vitalité impressionnante. C'est elle aussi qui, à chaque défense de thèse de ses doctorants et doctorantes, démontre par son émotion perceptible combien leur réussite lui tient à cœur. Elle insuffle à son laboratoire ce que l'on pourrait appeler un esprit de famille, protégeant et soutenant sans cesse
les membres de son équipe. Alors, pour tout ce que vous avez fait pour votre domaine, c'est à mon tour de vous adresser mon plus chaleureux sourire, mais surtout pour vous dire, chère Catherine Pelachaud, à quel point je suis heureux de vous récompenser du titre de docteur honoris causa de l'Université de Genève. Cher Michael Hall, voulez-vous me rejoindre? Une récompense de plus, fût-elle de l'Université de Genève, peut-elle marquer encore une carrière déjà jalonnée de tant de succès? Sans fanfaronnade aucune, j'ai la faiblesse de penser que oui. Certes, votre palmarès, Michael Hall, est impressionnant. Biologiste moléculaire à la double nationalité américano-suisse, vous fréquentez dès vos débuts académiques les universités les plus prestigieuses. Harvard, tout d'abord, où vous obtenez votre diplôme, puis l'Institut Pasteur à Paris et l'Université de Californie ensuite. C'est après ce parcours qui vous a amené à fréquenter des laboratoires de pointe des deux côtés de l'Atlantique que vous rejoignez finalement l'Université de Bâle en 1987 en qualité de professeur au Biozentrum et de directeur du département de biochimie, le plus grand département de la faculté des sciences de notre consoeur rénale. C'est par votre participation à la découverte d'une protéine appelée TOR, pour Target of Rapamycin, que vous changez fondamentalement la compréhension de la prolifération des cellules, un phénomène clé dans la naissance puis la croissance des cellules cancéreuses. Résumer la portée de vos recherches pionnières à plus d'un titre à cette simple phrase ne saurait vous rendre justice. Ce serait oublier que les travaux qui vous ont conduit jusqu'à nous aujourd'hui remonte à plus de 25 ans, alors que vous étiez professeur assistant. En mettant à jour cette protéine TOR commandant la croissance et la taille des cellules, vous doutiez-vous alors que ce régulateur de croissance existait non seulement dans les organismes primaires que vous étudiez, comme la levure, mais aussi dans des organismes beaucoup plus complexes, chez les mammifères notamment, et chez l'homme? Ou que la rapamycine, la cible de la protéine kinase que vous avez découverte, servirait en tant que substance inhibitrice pour traiter des cancers. Vos pairs, en tout cas, n'ont pas attendu pour reconnaître la portée de vos recherches. J'en veux pour preuve les nombreuses récompenses qui ont couronné vos travaux. Le prix Cloetta pour la recherche biomédicale en 2003, le prestigieux prix Louis Jeantet de médecine en 2009, le Nobel européen, le prix Marcel Benoît aussi en 2012, qu'on appelle parfois le Nobel suisse, et enfin le Breakthrough Prize in Life Sciences en 2014. Vos liens avec notre institution et Genève remontent à plusieurs années. Après avoir obtenu le prix Jeantet, vous êtes resté étroitement attaché à la Fondation Jeantet, dont vous êtes devenu membre du conseil et du comité scientifique. Vous participez également de manière active depuis des années au conseil scientifique externe de la faculté de médecine de Genève. Au-delà de nos proches frontières genevoises, vous comptez parmi les membres de l'Académie nationale des sciences aux États-Unis et vous avez servi 8 ans au Conseil du Fonds national à la division 3, dédiée à la biologie et la médecine. À côté de vos recherches, que faites-vous? Votre famille, m'a-t-on dit, constitue la part essentielle de votre vie extra-scientifique. Vous marchez aussi, parfois, depuis votre domicile à Bâle, dans le quartier Gellert, jusqu'au Biozentrum, en longeant le Rhin. Et malgré votre emploi du temps bien rempli, vous demeurez, m'a-t-on également dit, un lecteur compulsif. Et je me suis laissé dire qu'une de vos dernières lectures, je vous le donne en 1000, mesdames, messieurs, est l'essai de Freeman Dyson intitulé « The Scientist as Rebel », qui s'intéresse à la science, l'éthique et la foi. Tout un programme dans lequel je fais plus que vous devinez. Comme tous les grands scientifiques, vous êtes conscient de l'importance de vos contributions, mais conservez détachement et modestie, au point que vous vous êtes déclaré surpris de l'attribution de ce doctorat honoris causa. Il n'est pourtant guère surprenant, cher professeur Michael Hall, et c'est notre université qui s'honore en vous le délivrant.
Très chère Marianne Bertrand, je vous invite à me joindre pour la remise de votre doctorat honoris causa. On ne saurait trop le répéter, les sciences économiques sont avant tout des sciences humaines et depuis plusieurs décennies déjà, les chercheurs ont entrepris de mieux comprendre les relations entre les systèmes économiques au niveau micro comme au niveau macro et le comportement humain. Que de chemin parcouru depuis que les économistes de la première heure ont posé les cadres formels, les théoriques pour cette discipline. Pourtant, la plupart de leurs concepts théoriques restent étonnamment valides. La fameuse rationalité de l'unité économique reste ainsi un axiome valable, quoique peu à peu modelé par les travaux de recherche les plus récents, qui remettent en cause la part de la complexité de la nature humaine dans les décisions des acteurs économiques. C'est un grand honneur et privilège d'avoir aujourd'hui la professeure Marianne Bertrand en tant que récipiendaire du doctorat honoris causa de notre université. Car Marianne Bertrand est un modèle d'exception, une innovatrice dans le domaine de la recherche moderne en sciences sociales, en sciences économiques. Ses activités académiques rencontrent parfaitement les 4 valeurs fondamentales de notre faculté d'économie et de management, à savoir l'excellence, la responsabilité, les liens vers la communauté et l'ouverture disciplinaire. L'excellence tout d'abord parce que Marianne Bertrand, à travers son engagement pédagogique et ses nombreuses publications dans les meilleures revues académiques en économie et en management, démontre de qualités de recherche hors pair, doublée d'une volonté d'investiguer des problématiques en prise avec la réalité de nos contemporains. La responsabilité sociale, ensuite, comme en témoigne sa participation à des projets de recherche et d'enseignement aboutissant à une réelle valeur ajoutée pour le bien-être social. Ces relations à la communauté sont particulièrement visibles par les efforts constants de Madame Marianne Bertrand de renforcer les liens entre le monde académique et les institutions privées et publiques. L'ouverture disciplinaire, enfin, se voit dans les nombreuses collaborations que Marianne Bertrand a nouées au sein d'instituts interdisciplinaires et d'autres institutions académiques. À titre d'exemple marquant de ces valeurs, je citerai 2 travaux. Dans une expérimentation de terrain publiée en 2004 dans l'American Economic Review, la professeure Bertrand et le professeur d'économie Cédil Moulaïnatan ont démontré que la discrimination à l'embauche était une réalité triste mais concrète de nos sociétés. En envoyant quelques 5000 réponses à près de 1300 offres d'emploi publiées dans les journaux de Boston et de Chicago, et en utilisant des CV similaires auxquels ils ont assigné alternativement des prénoms fortement connotés éthiquement, tels que Lakisha ou Jamal, et des prénoms à consonance caucasienne, comme Greg ou Emily, ces 2 chercheurs ont montré que les demandes d'emploi caucasiens recevaient 50% de réponses favorables de plus que l'autre groupe. De quoi arriver le clou aux sceptiques croyant qu'une mise en application stricte des lois promouvant l'égalité des traitements est caduque ou inutile. Ce travail original, d'ailleurs, a ouvert la brèche à un foisonnement de recherche appliquée qui maintenant est devenu la norme. Dans un autre article publié en 2001 dans le Quarterly Journal of Economics, ces 2 mêmes auteurs ont documenté la manière dont les dirigeants de compagnies pétrolières américaines reçoivent des compensations financières lorsque les profits de leur compagnie ont augmenté en raison d'un changement de prix mondial du pétrole et non d'un quelconque contrôle ou influence de leur part. Ce phénomène appelé « pay for luck » apparaît aussi dans des multinationales exposées à des gains de change inattendus plutôt que provenant de stratégies conscientes de gestion. Ce type de travaux a remis en cause les mécanismes de compensation et de rémunération des dirigeants d'entreprises aux États-Unis. Pour conséquence, en janvier 2011, la Securities and Exchange Commission américaine a délivré aux actionnaires l'autorisation de tenir compte explicitement de ces facteurs externes dans la détermination des rémunérations des dirigeants d'entreprise. Chère Marianne Bertrand,
pour l'excellence de vos travaux et pour l'impact que ces derniers ont eu non seulement sur votre domaine de compétences académiques, mais également pour notre société, veuillez accepter le titre de docteur honoris causa de l'Université de Genève. Chère Agnès Van Zanten, je vous prie de bien vouloir me rejoindre pour la remise de votre titre. Le système favorise ceux qui en connaissent les clés. Tel est le titre d'une interview que vous avez accordée au quotidien Libération il y a 3 ans, peu de temps après la réédition de votre ouvrage « L'école de la périphérie ». Au cours de cet entretien, vous dressiez le portrait d'un système éducatif en panne, celui d'une école prise entre les feux d'un modèle idéal d'égalité des chances pour tous les enfants et de l'impossibilité pour l'école de faire réussir tout le monde, jouant presque malgré elle un rôle de ségrégation sociale. Mais au lieu de céder au scénario catastrophe, vous pointiez du doigt que les pays qui arrivent à tirer le mieux leur épingle du jeu sont ceux qui investissent dans les forces vives des systèmes scolaires, les enseignants. Par l'amélioration des conditions cadres de cette profession, par exemple, ou par la mise sur pied de mesures destinées à accompagner les enseignants et enseignantes tout au long de leur vie professionnelle. L'Université de Genève est particulièrement sensible à votre discours, Agnès Van Zanten. Quelle meilleure institution que notre université, qui compte une section des sciences de l'éducation et une unité en technologie de formation et d'apprentissage, serait mieux à même de reconnaître vos talents et la valeur de vos contributions, vous, une experte de la profession enseignante, des politiques éducatives, de la mécanique de production des ségrégations et des inégalités d'éducation. Originaire du Venezuela, vous vous êtes immergé dans le monde francophone en effectuant vos études secondaires à Lausanne, à l'École française de Valmont, où vous décrochez votre baccalauréat. Vous avez conservé d'intenses échanges avec la Suisse, et avec Genève tout particulièrement, tout en rejoignant les États-Unis et la France pour effectuer vos études supérieures à l'Université de Stanford, tout d'abord, puis à l'Université de Paris 5, où vous obtenez votre thèse de doctorat en sociologie. Ce parcours international ancré dans de prestigieuses institutions de formation, dont le CNRS, l'École des hautes études en sciences sociales et Sciences Po, où vous enseignez depuis de longues années, vous a permis d'entretenir un rapport à la fois décomplexé et distancié à la formation des élites, dont vous avez fait l'un de vos objets de recherche et de publication. Vous vous distinguez pour avoir analysé toutes les strates de la société dans leur rapport à l'école. Vous vous êtes penché sur les élèves de milieux populaires, comme en témoignent de nombreux travaux, dont votre ouvrage de référence en sociologie de l'éducation, que je citais en préambule à cette laudatio, L'école de la périphérie, publié aux presses universitaires de France, des éditions que vous connaissiez bien puisque vous êtes directrice de la collection Éducation et Société. Vous vous êtes aussi intéressé aux stratégies éducatives des parents de classe moyenne dans votre ouvrage « Choisir son école » paru aux éditions PUF en 2009, et vous n'avez cessé de questionner la production des ségrégations à caractère sexuel, social, ethnique ou racial, et d'entretenir d'étroits échanges avec les acteurs sociaux de la scène éducative, dont les enseignants eux-mêmes. Vous portez désormais votre regard de sociologue de l'éducation sur la formation des élites, dans le cadre plus vaste de la globalisation de l'éducation, avec notamment la récente publication de Elites, Privilege and Excellence. Agnès Van Zanten, pour votre expertise particulièrement précieuse dans le contexte actuel, sur les effets contradictoires de la gouvernance des politiques éducatives par les résultats, sur l'analyse de la fabrication des discriminations, ainsi que sur l'impact des logiques compétitives dans l'enseignement supérieur, je suis heureux de vous décerner le titre de docteur honoris causa de l'Université de Genève.
Mesdames et messieurs, l'Université de Genève entretient depuis de très longues années des liens forts avec le Comité international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Afin de renforcer cette collaboration, un nouvel accord sera d'ailleurs signé entre nos deux institutions à l'issue de la cérémonie du Dies. L'humanitaire est un thème transversal pour notre université. Il se décline aussi bien à la faculté de droit qu'en sciences de la terre, au sein de la faculté de médecine comme de la faculté de traduction et d'interprétation, ou encore en faculté des lettres dans le domaine de l'histoire, sans oublier évidemment notre Institut d'études globales. Ce partenariat avec le CICR est donc naturel, et je dirais même plus, indispensable. Pour répondre aux crises humanitaires actuelles, nous devons en effet réinventer nos réponses, entendre les défis auxquels les besoins des acteurs de terrain, collecter des données pour mieux les analyser, avec la ferme volonté de traduire en action ce qui a été mis en évidence dans nos recherches, dans les recherches, les salles de cours ou dans les laboratoires. Qui, mieux d'autres que Yves Dacore, était en capacité de nous décrire ces enjeux de l'action humanitaire pour repenser nos réponses. J'ai l'immense plaisir d'accueillir maintenant M. Yves Dacore, directeur général du CICR. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis, chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, je suis bien sûr très honoré, et à travers moi toute mon organisation et tous les gens qui travaillent aujourd'hui sur le terrain, en proximité avec les personnes qui souffrent, les personnes qui aujourd'hui essaient de trouver des solutions dans la guerre. Mais je suis très touché en fait, cher recteur. Je suis touché parce que j'ai l'intime conviction qu'au-delà de nos partenariats qui sont importants, nos mondes vont se rapprocher. Et ils vont se rapprocher radicalement. Et ce que j'aimerais partager avec vous, j'aimerais partager évidemment ce que ça veut dire de notre point de vue. C'est un point de vue, quel point de vue de ce qu'on voit aujourd'hui quand on est en proximité des personnes en Syrie, au Soudan, dans les routes migratoires, en Afghanistan. Mais j'aimerais aussi vous dire que ce n'est pas que de l'humanitaire et que je suis profondément convaincu qu'au fond, ce qui est en train de se passer dans le monde va radicalement changer votre agenda, vos priorités, au-delà de nos partenariats. Je vous propose donc, monsieur le recteur, comme vous le disiez avant, non pas un coup d'avance, mais plusieurs. Et je le fais avec humilité. Je peux me tromper. Restez avec moi, on va voir si j'ai raison. Il y a en tout cas trois éléments qui aujourd'hui nous font croire qu'au fond, nos agendas vont changer. Le premier, c'est que nous sommes dans un monde qui croit encore qu'il est possible d'endiguer des crises humanitaires, qui croit encore que les crises humanitaires se passent là-bas, loin de chez nous.
et qu'au fond, il suffit de construire des murs, de blinder les frontières pour faire en sorte que les gens restent là-bas. On croit encore parfois que des épidémies du type Ebola peuvent être gérées au loin et qu'au fond, la stratégie principale, c'est d'endiguer ça dans quelques pays en espérant que les systèmes de santé, quand ils existent, vont pouvoir le gérer. S'il y a une chose que nous savons ici, en particulier à l'Université de Genève, je pense à l'hôpital universitaire de Genevois qui a fait un travail remarquable par rapport à Ebola, on sait très bien que cette période-là est terminée. On sait très bien que les crises qui se passent en Syrie ont de l'impact sur nous ici. On sait que les migrants ne vont pas s'arrêter là-bas. On sait que ça est en train déjà de définir nos politiques, nos agendas, et que ça va continuer à le faire. Et donc, il nous faut penser aujourd'hui, quand on pense aux grandes crises humanitaires du monde, et c'est l'avenir encore, il nous faut penser à des solutions différentes. L'endiguement, qui continue à être un élément clé des agendas politiques, l'endiguement va rester un élément, mais ça doit être un élément. Ce ne sera jamais la solution globale, à long terme, pour prévenir les grandes crises humanitaires. Le deuxième élément qu'on voit et qu'on connaît bien et qui nous paraît évident, c'est que malheureusement, les crises humanitaires sont là pour durer. On rêve encore des crises humanitaires urgentes, où on peut répondre en quelques minutes, où on sait, on se lève le matin, on se concentre, il y a un début et on connaît la fin, on se mobilise et on y arrive. On rêve encore à un humanitaire pompier, c'est vrai, tous, nous tous, y compris dans mon organisation. La réalité aujourd'hui du CICR, c'est dans 85% des cas. Nous travaillons dans des conflits, des situations humanitaires qui durent. Dites-moi quand l'urgence a commencé en Afghanistan et quand elle va se terminer. En Syrie, au Yémen, en Irak, au Sud-Soudan, en Somalie. Quand? Et donc déjà aujourd'hui comme humanitaire, quand nous pensons le monde, y compris quand nous pensons l'urgence, quand une situation dramatique se passe, nous devons intégrer le fait que notre réponse se passe dans des systèmes fragiles. Nous devons comprendre l'effet sur la durée et nous devons intégrer le fait que ça dure, que c'est complexe. Donc il est indispensable que nous tous soyons clairs, et je sais que c'est douloureux et délicat, que les crises humanitaires malheureusement durent. Et elles sont là pour durer. Je peux déjà vous dire, vous le savez tous aussi, que la crise migratoire auquel on est confronté, que l'Europe a découvert l'année passée, puisqu'on sait qu'elle est globale, mais qu'elle a découvert l'année passée, est une crise qui va durer, qui va rester. Prenez un seul exemple, la Syrie aujourd'hui, si on se concentre sur la Syrie, à l'intérieur de la Syrie, c'est 7 millions de personnes qui sont déplacées à l'intérieur de la Syrie. Ça, c'est des chiffres qui sont, je dirais, sûrs, si on peut parler de ça comme ça. 7 millions qui, évidemment, aujourd'hui sont les plus pauvres. Les autres sont déjà partis. Et si la situation ne s'améliore pas, et rien ne dit qu'elle va s'améliorer, ils n'auront d'autre choix que de quitter la Syrie. Et nous les retrouverons chez nous ou dans d'autres pays. Aucun doute par rapport à ça. Ça, c'est la Syrie. On descend un tout petit peu plus bas, et vous avez le nord-est Nigeria, par exemple, ou le Niger. Aujourd'hui, vous avez des centaines de milliers de déplacés qui n'ont pas envie de partir, mais qui n'ont pas d'autre choix à cause de la violence, et qui vont prendre le risque, car le risque est impressionnant, de venir chez nous si c'est nécessaire, peut-être mourir, mais c'est plus intéressant, ou moins risqué, si vous voulez, que de rester dans une situation extrêmement dramatique. Donc, les situations, les crises humanitaires vont durer, et la notion même d'urgence doit être comprise différemment. On le sait, vous le savez, mais c'est important qu'on l'intègre quand on réfléchit à ces questions-là. Et puis le troisième élément qui me paraît peut-être l'élément le plus complexe, dans lequel actuellement au CICR, et avec mes collègues des Croix-Rouges et des Croissants-Rouges du monde entier, nous avons parfois la peine à changer nos propres pratiques. Nous tous, j'imagine comme vous, nous avons nos stéréotypes sociaux. Nous tous, nous avons envie de classer les gens, les bons, les mauvais, les victimes, ceux qui aident. Et s'il y a une chose que nous voyons évoluer de plus en plus, c'est le rapport à la victime. Nous avons tendance à penser la victime comme quelqu'un qui est passif, ou une personne qui est passive, qui va finalement attendre notre aide. Dans le monde d'aujourd'hui, ceci ne correspond en rien à la réalité. S'il y a une chose que vous devez apprendre, que nous devons apprendre de la crise migratoire qui a frappé l'Europe l'année passée, c'est l'intelligence collective des migrants. Le fait qu'ils pouvaient changer leur stratégie, trouver les bonnes routes à la vitesse de l'éclair. De voir que normalement ce que vous faites, vous envoyez un homme
de la famille qui va venir en fait dans un pays et ensuite quelques semaines, quelques mois, quelques années plus tard, vous allez envoyer votre famille. Vous faites ça partout, dans le monde entier. Tout à coup, l'espace de quelques heures, vous apprenez que dans un pays, si vous venez avec votre famille, vous avez beaucoup plus de chances d'être reçu et de recevoir l'asile. Vous changez immédiatement votre stratégie. Et on voit des familles entières qui prennent ce risque gigantesque de venir parce qu'elles comprennent que tout à coup, il y a des changements dans les lois ou des pratiques politiques, à la vitesse de l'éclair. Il faut qu'on capture le fait qu'aujourd'hui, les gens sont plus informés. Je vous donne une anecdote qui m'a beaucoup touché, qui date d'il y a 3 ans, qui vient d'un pays, la Somalie. Et pour ceux qui savent là où est la Somalie est un pays très éloigné de nous tous, 35 ans de guerre à peu près, très peu d'infrastructures, avec un gouvernement officiel, qui est le gouvernement qui est actuellement aux Nations Unies, qui représente la Somalie, qui contrôle un territoire qui est pas beaucoup plus grand que cette salle. Voilà. C'est la réalité somalienne. Et en même temps, dans cette réalité-là, la Somalie est un pays qui est victime de souvent d'ouragans proches de la mer, en fait. Et il y a 3 ans et demi, il y a eu en fait un ouragan, parmi d'autres, qui avait touché une communauté. Et au fond, le CICR, avec le Croissant Rouge local, nous sommes partis de Mogadiscio pour aller chercher en fait à aider ces gens-là. Nous étions les seuls. Ça nous a mis 4 jours pour faire 220 km. 4 jours simplement parce que l'humanitaire ne s'impose pas, parce que l'humanitaire d'urgence n'existe pas dans ces environnements-là, parce que vous devez négocier pas à pas, avec tous les clans, avec tous les gens. On arrive, c'est des collègues expérimentés, 4 jours ils arrivent auprès de la communauté, ils sont reçus par la chef de la communauté, une femme, somalienne, bien sûr, qui les reçoit très froidement, très très froidement. Elle prend son téléphone mobile, elle regarde, elle dit « Vous êtes en retard ». 4 jours, hein, bien en fait. Et elle prend, elle dit « J'ai vu, il y avait un ouragan aux Philippines, il y a 2 jours, vous avez mis 24 heures pour répondre. Vous foutez quoi ?» Et puis elle regarde ce que mes collègues amènent, qui était relativement réduit, c'est la Somalie, compliquée. Elle dit « Votre hôpital que vous amenez, vos tentes, là, sont beaucoup, beaucoup moins grands que ce que vous avez amené aux Philippines. Vous n'aimez pas les Somaliens ?» Cette réalité, c'est 3 ans et demi en Somalie, mais c'est la réalité qu'on vit partout. Des gens qui sont connectés, qui ont des opinions. Pensez aux gens. Les gens ne sont pas juste des victimes et attendent que ça se passe. Ils changent leur mécanisme de survie, leur capacité de pouvoir se connecter à nous. Ils ont des opinions et effectivement, ils vont de plus en plus nous regarder comme, au fond, des acteurs qui amènent des services. En Syrie actuellement, une des demandes les plus grandes, actuellement, c'est du soutien psychologique en termes de santé mentale. Il y a encore 10 ans, on n'y pensait même pas au CICR, jamais. Aujourd'hui, les gens articulent ça pendant la guerre. Nous, on pensait que c'était à la fin de la guerre. Maintenant, pendant la guerre, les gens vous demandent un soutien direct. Et si vous dites « Non, 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 moi j'ai juste de la nourriture à vous amener de l'eau », vous êtes éliminé, vous n'êtes pas pertinent. Donc des gens qui pensent différemment et qui ont donc une relation à nous tous très différemment. Donc pensez juste à ça. Des crises qui durent. Des crises qui, en fait, ne sont plus juste là-bas, mais qui impactent, en fait, notre agenda politique. Et évidemment, des gens, en particulier des victimes, qui ont des identités différentes, qui s'engagent différemment, qui nous influencent. Évidemment, c'est des réalités qui changent assez dramatiquement. Et là, mon point, c'est qu'elles ne changent pas seulement pour nous, les humanitaires. Elles changent aussi pour vous. Pourquoi ? Parce que simplement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que toutes ces réalités, toutes ces questions globales, en fait, nécessitent des réponses différentes, collectives, multidisciplinaires. Et qu'on voit, nous, ce qu'on a fait au CICR, c'est que ces 3 dernières années, on a cherché à répondre, on a effectivement augmenté notre budget de 50% quasiment, c'est énorme pour nous, on a de la peine, on est en train de dangereusement surfer proche des 2 milliards, et ce n'est pas une bonne nouvelle, mais ce n'est pas suffisant. Il faut faire plus, il faut travailler différemment. Et dans ce cadre-là, de pouvoir construire aujourd'hui des espaces ou disons des solutions collectives multidisciplinaires est absolument indispensable. Ça, c'est un élément qu'il faut. Le deuxième, pour pouvoir repenser nos réponses, nous avons besoin d'espaces qui soient des espaces où peuvent justement germer des solutions, créer des solutions collectives, multidisciplinaires, où peuvent peut-être émerger des idées. Et si je me retourne et je regarde autour de nous, il n'y a pas cet espace-là dans le monde politique. L'espace dans le monde politique s'est dramatiquement réduit, pour plein de raisons.
L'espace dans le monde économique est aussi assez difficile. Il y a relativement peu d'espace pour pouvoir avoir le temps, sans les contraintes automatiques, économiques et de profit, mais aussi de pouvoir développer des choses. Il y a peu d'espace. Où est-ce qu'il y a de l'espace aujourd'hui? Ma vision elle est relativement claire, chers amis. L'espace, il est dans le monde académique, il est dans les universités. Les universités ont un rôle à jouer, qui est un rôle différent de celui d'aujourd'hui. Et ici, il n'est pas de créer des nouvelles solutions humanitaires, non. C'est de pouvoir repenser, aider à construire des solutions collectives sur des questions aussi importantes que quelle identité temporaire faut-il donner aux migrants? Il va falloir en donner. On n'a pas d'autre choix. Où est-ce que vous voulez réfléchir à ça? Ailleurs que dans l'université. Qu'est-ce qu'on va faire par rapport aux protections des données, au niveau santé, personnel, que les migrants justement vont amener avec eux sur tout le chemin? Comment est-ce qu'on va travailler sur les questions urbaines, en termes d'architecture, en termes de besoins par rapport à ce qui se passe dans les guerres, mais aussi chez nous quand ces gens vont venir? Comment est-ce qu'on va accompagner le fait que dans les années qui viennent, les villes vont jouer un rôle plus grand, beaucoup plus grand, j'en suis convaincu, sur les questions de gouvernance mondiale? Comment on va le faire? Il faut qu'on y travaille. Il faut qu'on puisse le faire. Il faut qu'on ait l'espace pour pouvoir, au fond, permettre ces idées de germer, pour pouvoir mettre ensemble des compétences extrêmement différentes qui aujourd'hui paraissent peut-être pas conjointes, mais qui demain produiront des résultats très très intéressants. Et là, je dois vous dire, chers recteurs et chers amis, que je pense à l'université, évidemment, mais à l'université de Genève en particulier, et à Genève en particulier. Genève reste un endroit incroyable. Un endroit avec des compétences, avec un réseau, avec une volonté, des traditions d'excellence, des traditions humanitaires. Genève reste un endroit où on a pris des risques incroyables avec le recul, si je regarde. On a pris le risque parfois même d'influencer, voire de défier la gouvernance mondiale à l'époque. Il est temps, me semble-t-il, de réfléchir à ça. Il est temps que l'université à Genève, peut-être, et plus généralement les universités, avec le réseau que vous avez, dépassent simplement la notion de faire du partenariat avec nous. Je suis heureux de le signer, entendons bien. Mais c'est qu'un tout petit pas. Ce n'est pas ça qu'on cherche. Ce qu'on cherche, ce n'est pas des solutions pour l'humanitaire, avec vous. Ce qu'on cherche, sans doute, c'est un pas plus loin, avec plus de gens, des solutions pour l'humanité. Et ça passera avec vous. Merci. La transition ne sera pas si simple, mais ça fait le charme des universités polyvalentes. J'appelle Max Engamard pour venir près de moi. Max Engamard, le directeur de la librairie Drault. Il est un petit peu plus près. Oui. Sinon, je dois tourner. L'université de Genève ne pourrait pas exister sans une ouverture massive et diversifiée vers l'extérieur. Si elle doit sa renommée internationale au travail acharné de ses chercheurs et de ses étudiants, la diffusion de ces idées ne s'opère pas uniquement à l'intérieur des salles de cours. Pour qu'une parole porte, il faut des porte-paroles. Et pour que les lettres continuent à vivifier nos débats contemporains, encore faut-il qu'il existe, selon l'expression consacrée, une véritable république des lettres. La librairie Drault a été, et continue d'être encore maintenant, bien sûr, une plateforme essentielle de cette république culturelle. C'est la raison pour laquelle la Faculté des Lettres et l'Université de Genève dans son ensemble souhaitent aujourd'hui lui rendre hommage. Cette librairie porte le nom de sa fondatrice, Eugénie Drault. Diplômée en 1924 de l'École pratique des hautes études de Paris, dans le domaine des sciences historiques et philologiques, Eugénie Drault souhaitait alors pouvoir publier ses travaux académiques dans des ouvrages édités et imprimés avec soin. Et tous ceux qui ont eu entre les mains un livre des éditions Drault témoigneront du soin encore aujourd'hui apporté à ces ouvrages. Eugénie Drault créa donc son édition à Paris d'abord en 1924, puis déménagea à Genève en 1944.
En plus des collections multiples et érudites, la librairie Dros permit l'édition scientifique d'archives du XVIe siècle de diverses institutions genevoises, des archives qui, bien que locales, ont une portée internationale, vu le contexte politique et religieux de l'époque. Le succès de la librairie Dros ne s'est jamais démenti. Tandis que sa fondatrice devenait docteur honoris causa de notre université en 1954, sa maison d'édition accueillait les meilleurs travaux des plus grands spécialistes dans une grande partie des disciplines des lettres. Jeunes ou avancés, tous les chercheurs à Genève, en particulier, mais pas seulement bien sûr, savent ce qu'ils doivent à la librairie Dros, laquelle compte des collections réputées et accueille des signatures prestigieuses, du cercle académique bien sûr, mais aussi jusqu'au genre moins confidentiel qu'est celui du roman. C'est la librairie Dros, faut-il le rappeler, que Nicolas Bouvier publie L'usage du monde en 1963. La correspondance entre Nicolas Bouvier et Thierry Vernet montre le rôle que joua Alain Dufour, successeur d'Eugénie Dros, dans cette première publication. Il en relut le texte, en fit la préface, en négociait les droits d'auteur auprès d'une édition française. Alain Dufour, donc, qui est là aussi, je crois que je l'ai vu dans la salle, paléographe formé à l'école des chartes de Paris, docteur honoris causa de notre université, grand spécialiste de Théodore de Bèze, dont il poursuit encore aujourd'hui l'édition scientifique de la correspondance, succéda donc à Eugénie Dros. Et c'est, vous l'avez bien sûr compris, Max Engamard, docteur en théologie, dont les travaux portent également sur le XVIe siècle, et notamment sur Jean Calvin et sur l'exégèse biblique, qui dirige les éditions actuellement. Tant Alain Dufour que Max Engamard ont su poursuivre jusqu'à présent et garder l'élan qu'imprima Eugénie Dros à cette entreprise scientifique et culturelle si importante pour nous à Genève. La faculté des lettres de l'Université de Genève est donc très heureuse de décerner aujourd'hui le prix mondial Nessim Habif 2016 en le remettant à celui qui la dirige depuis 1995, Max Engamard. Alain, se lever, Alain. Cher Karl-Heinz, je te prie de me rejoindre ici sur la scène. Mesdames, Messieurs, des chercheurs d'excellence et de renom, vous en connaissez. Des serial entrepreneurs, ces créateurs qui vibrent à l'idée de lancer des start-up à la chaîne et de créer de nouvelles opportunités commerciales, vous pouvez aussi en connaître un certain nombre si vous avez l'habitude de feuilleter les pages de magazines et journaux économiques. Mais rares sont ceux qui allient ces deux profils. Or, si Karl-Heinz Krause défie le sens commun, c'est qu'il a en lui deux ADN, celle de l'académicien et celle de l'entrepreneur. Karl-Heinz, tu es professeur au département de pathologie et d'immunologie de notre faculté de médecine et au département de médecine génétique et de laboratoire et des spécialités de médecine au HUG. C'est après avoir étudié la médecine à l'université Ludwig Maximilian à Munich que tu arrives à Genève en 1984. Je me rappelle de tes travaux sur la séparation du calcésium au laboratoire, entre autres. Tu te spécialises alors dans le domaine des maladies infectieuses. Titulaire d'une chaire Louis Jantet de 2001 à 2006, tu orientes tes travaux vers le rôle du stress oxydatif dans le processus du vieillissement des cellules et tu découvres une famille d'enzymes appelée NOx. C'est alors que le virus de l'entrepreneuriat semble te frapper. Tu crées en effet à cette époque une première start-up en collaboration avec des confrères des universités de Kyoto au Japon, de San Antonio au Texas, que tu appelles GeneKyotex, laquelle vise à développer de nouveaux traitements contre certaines maladies dégénératives. Depuis, tu as participé à la création de 3 autres start-up pour développer, par exemple, les antioxydants spécifiques potentiellement utiles pour des affections aussi diverses que le diabète
ou les maladies hépatiques. Ou encore pour s'attaquer au virus de l'immunodéficience humaine, ce dangereux virus du sida, grâce à une thérapie cellulaire innovante menée en collaboration avec des équipes à Zurich et en Afrique du Sud. Parmi les autres champs d'investigation sur lesquels tu focalises ton attention, je mentionnerai encore tes travaux et ceux de ton équipe visant à tester in vitro, en collaboration avec un chercheur de la HHSSO de Genève, des pathologies du système nerveux central, plus particulièrement l'invasion du glioblastome dans un tissu neural humain. Et je resterai encore incomplet en ne citant pas tes projets de thérapie cellulaire dans la maladie du Parkinson ou dans les lésions du cartilage. Tu es par ailleurs membre de l'Académie suisse des sciences médicales et de l'American Society for Clinical Investigation et continues d'exercer une activité de consultant clinique en maladies infectieuses au Hugues. Malgré cette longue liste d'activités et d'appartenances que d'aucuns pourraient apparenter à une liste à l'après-vert, tu gardes une ligne de recherche claire. Tu incarnes non seulement la recherche translationnelle à l'intérieur de nos institutions, mais aussi l'originalité et la persévérance. Ce n'est pas par un hasard si c'est à toi que les Hugues ont confié depuis l'année dernière la présidence de leur journée de l'innovation. En fait, tu es un remarquable catalyseur d'idées nouvelles et de collaboration. Pour toutes ces raisons, nous tenons à te récompenser aujourd'hui, cher Karl-Heinz, de la médaille de l'innovation de l'Université de Genève. J'invite maintenant Patrick Audier à bien vouloir venir à mes côtés pour la remise de la médaille de l'université. Patrick Audier, vous avez régulièrement été présent à nos côtés pour conseiller et accompagner les développements de l'Université de Genève ces dernières années. En 2008, vous vous êtes naturellement associé, dès les premiers instants du projet, aux réflexions concernant la création d'un institut de finance au sein de notre alma mater. Vous nous avez aidé alors à définir le contour de ce projet, le profil aussi de la personne qui serait chargée de diriger ce nouvel institut et à le positionner parmi les centres de recherche les plus pointus au monde dans ce domaine. Le résultat est là. Cet institut de finance qui manquait tant à notre université et à Genève est devenu le Geneva Finance Research Institute, une entité transdisciplinaire basée sur les synergies entre notre faculté d'économie et de management, celle de psychologie et des sciences de l'éducation, ainsi que celle de droit, et qui désormais investigue des champs de recherche prometteurs tels que la finance durable ou la neurofinance. Cet exemple illustre bien les qualités qui sont les vôtres, cher Patrick Audier, et que vous avez développées depuis fort longtemps. Je me souviens, non sans une certaine admiration, mais aussi émotion, avoir côtoyé un jeune condisciple en sciences économiques, avide de débat, prompt à défendre avec conviction et énergie ses positions, mais toujours intéressé à la discussion et à l'échange d'idées, toujours ouvert d'esprit. C'est ainsi que vous avez choisi, au cours de votre parcours, de vous plonger dans la vie académique aux États-Unis, à l'Université de Chicago plus précisément, avec laquelle vous conservez des liens extrêmement forts que vous avez d'ailleurs partagés avec nous. Aujourd'hui, vous n'hésitez jamais à jouer le rôle de médiateur, de facilitateur, de bâtisseur de ponts entre les acteurs des différents cercles que vous fréquentez, économiques bien entendu, mais aussi politiques, culturels et associatifs. C'est ainsi que vous avez joué un rôle clé dans la mise sur pied du Centre de recherche translationnelle en onco-hématologie à Genève, qui sera inauguré à la fin de l'année. Cette extraordinaire capacité à tisser des liens, à réunir des acteurs d'horizons divers, est une condition nécessaire à l'émergence de projets novateurs, d'idées originales si importantes pour une université comme la nôtre. Vous nous en faites profiter et nous vous en sommes extrêmement reconnaissants. Je pourrais encore disserter longtemps sur l'exigence et l'honnêteté intellectuelle qui vous caractérisent lorsqu'il s'agit, entre autres, de défendre et de vulgariser des sujets ardus en matière d'économie,
de finances ou de politique monétaire. Mais je préfère en fait terminer cette laudatio par une image un peu plus éloignée de Genève, celle d'un homme sur un navire, au large de la Grèce, dans le cadre de l'expédition Planète Solaire. Je me souviens encore du message que Patrick Odier m'adresse alors pour partager avec moi son enthousiasme si communicatif. Vous ne tarissiez pas d'éloges pour ces scientifiques, sondant les fonds de la mer Égée et qui, disiez-vous, ne faisaient rien de moins que de nous permettre de replonger dans les racines de notre civilisation. C'est cet homme capable de s'engager aussi bien pour la finance, pour la recherche médicale ou tout simplement pour l'aventure scientifique et humaine que nous récompensons aujourd'hui par la médaille de l'université. Merci Patrick. Mesdames et messieurs, nous arrivons maintenant au terme de cette cérémonie. Elle va s'achever sur une dernière note musicale qui va vous permettre d'apprécier une fois encore le talent d'Alissa Margoulis, violoniste née en Allemagne dans une famille de musiciens russes et qui a acquis aujourd'hui une notoriété internationale, ainsi que celui de la pianiste Audrey Vigoureux, formée au Conservatoire de Paris puis à la Haute École de musique de Genève, et qui mène, elle aussi, une remarquable carrière internationale. Mesdames et messieurs, quel bel exemple qui démontre que le talent ne connaît pas de frontières. Mais avant de faire place à la musique, permettez-moi d'adresser encore mes plus vifs remerciements à l'ensemble de nos collaborateurs, de nos étudiants, sans qui notre université ne serait pas ce qu'elle est. Mes remerciements s'adressent également à la Cité et au canton, au Conseil d'État, qui nous soutient dans toutes les démarches que nous avons eu l'occasion de vous présenter ce matin. Et j'aimerais aussi adresser mes plus vifs remerciements à l'ensemble des personnes qui se trouvent aujourd'hui derrière moi, les doyennes et les doyens, l'ensemble du rectorat, sans qui tout ce développement ne serait pas possible. Merci infiniment. Place à la musique. Merci beaucoup.
Je vous invite maintenant à partager avec nous le verre de l'amitié. Merci de votre soutien, merci de votre présence et à l'année prochaine. Bonne journée.